Une jeune fille ambitieuse, courageuse, qui a eu le courage de rêver d'une carrière sans pareille. La carrière de journaliste envisagée, une carrière d'écrivain pour enfants commencée et une carrière de diplomate brillamment achevée au sein des Nations Unies à Genève en tant que chef de la délégation permanente, la délégation égyptienne permanente aux Nations Unies. Elle a aussi été la première femme à occuper le poste d'adjoint du ministre des Affaires étrangères pour les affaires du cabinet ministériel. C'est une femme qui a beaucoup d'optimisme et beaucoup d'espoir pour le lendemain, qui compte reprendre ses livres pour enfants après être devenue grand-mère. La femme que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, la femme d'Égypte, est Son Excellence l'ambassadeur Wafa Bassim. Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, vous avez clôturé votre carrière de diplomate, vous avez terminé en beauté en tant que président de la délégation permanente au sein des Nations Unies à Genève, et aussi vous avez passé 1 an et demi au Vatican. Donc permettez-nous de nous plonger dans votre monde de diplomate et outre les autres activités que vous avez fait. Commençons tout d'abord par votre formation. J'étais élève au pensionnat Notre-Dame des Apôtres à Zeytoun. C'est un pensionnat de religieuses catholiques où j'ai fait mes études depuis ma plus jeune enfance, donc à partir du jardin d'enfants, la classe de 12e, jusqu'à l'école secondaire, où j'ai terminé mes études dans la section lettres de ce que vous appelez Sanawi Amma, et j'étais première sur toute l'Égypte pour cette section-là dans l'année où j'ai gradué. Donc vous avez eu les résultats les plus élevés, vous avez été la première au niveau de la République, et on se demande toujours que font les étudiants pour avoir ces résultats et pour être premier. Qu'avez-vous fait? Je ne suis pas un grand fan de longueur d'études, ça c'est sûr. J'ai eu la chance d'être élève dans une très bonne école, avec une grande discipline, d'avoir les meilleurs professeurs. Dans mon temps, ces écoles-là, comme elles étaient des écoles privées, elles devaient faire preuve d'efficacité et de bonne éducation en comparaison de l'éducation publique qui était très très forte dans les années 70. Donc ce qui était différent dans ces écoles-là, c'était que vous aviez une étude plus approfondie des langues étrangères, et dans mon cas c'était le français. En même temps, je vivais dans une famille harmonieuse, une vie calme, et j'avais un grand vouloir de m'épanouir, d'être quelqu'un de bien. Je faisais plutôt beaucoup attention en classe, et j'étudiais pas de très longueur, mais disons en profondeur et avec beaucoup de concentration. Une fois le bac obtenu, vous avez franchi le seuil du cycle universitaire. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé exceptionnellement bien. J'ai fait Sciences Po à l'université du Caire, et c'était et ça reste toujours une grande école, une grande faculté. Et il y a toujours tous les gradués de Sciences Po, ils se sentent une classe à part. Faux ou juste, c'est le cas.
mais c'était, disons, l'usine des futurs diplomates, des futurs politiciens, des futurs économistes, surtout dans mon temps. Et c'était l'unique faculté dans tout le système universitaire égyptien. Maintenant, il y en a plusieurs, mais disons, la faculté mère reste la faculté mère. J'avais toujours rêvé d'être diplomate. Et c'était aussi le rêve de mes parents, mais c'était mon rêve personnel. Mais est-ce qu'à l'époque, vous saviez ce que c'était un diplomate? Oui, je le savais. Je m'intéressais beaucoup à lire sur les relations internationales, le rôle des diplomates. Et comme j'avais aussi des amis qui m'ont dévancé dans la carrière, j'étais toujours intéressée à savoir. Et je me disais que si je ne devenais pas diplomate, je deviendrais journaliste. Et c'est pour cela aussi, les études à la faculté vous aident à comprendre qu'est-ce que c'est que le monde diplomatique, puisque vous étudiez la loi internationale, vous étudiez les organisations internationales, vous étudiez les différentes conventions et traités qui se rapportent au monde diplomatique. Alors c'était normal que je savais de quoi il s'agissait. Et cela affermissait ma volonté et mon désir profond de devenir diplomate. Est-ce que la famille était d'accord à l'époque? Tout à fait. J'avais une mère merveilleuse qui m'aidait beaucoup, qui m'appuyait et qui me poussait à me retrouver, à faire ce que je pensais était bien pour moi, comme étude, comme formation, comme loisir. Et elle m'a beaucoup aidée à réaliser ce rêve. Je me rappelle qu'elle était avec moi le jour où j'ai passé le concours oral pour passer au ministère des Affaires étrangères égyptien. Et en son souvenir, je lui ai dit, je l'ai fait, et voilà, je suis là. Une fois les études terminées, le cycle universitaire terminé, vous avez amorcé une carrière de diplomate, ou avez-vous commencé par autre chose? En attendant, en fait, je suis passée par le concours des speakerines à la radio, et ça s'est bien passé. J'ai travaillé pour un moment dans une radio internationale, mais là comme éditrice et directeur, mais pas comme speakerine ou présentatrice. Mais entre-temps, ça a duré quelques mois, parce que en fait, dès que j'ai terminé les études, il y a eu l'annonce du ministère des Affaires étrangères pour demander des jeunes diplomates. En Égypte, vous le savez bien probablement, que ça se passe à travers un concours public ouvert aux gradués de toutes les facultés. Ce n'est pas limité aux facultés de lettres, ou droit, ou Sciences Po, c'est ouvert pour tout le monde. Et ça se passe en 3 étapes. Vous passez par un concours écrit dans des matières claires et bien définies: relations internationales, droit international, économie, questions africaines, questions arabes et les examens de langue.
Si vous passez par ce concours écrit, là, la sélection se fait pour le concours oral. Et là, vous avez un comité élargi de diplomates, de senior diplomates, de diplomates en cours de service, de professeurs d'université et de professeurs de langue. Et là aussi, vous passez par ce concours. Si vous passez le concours oral, donc il y a pas la partie de, disons, investigation sécuritaire qui est nécessaire ici et dans le monde entier. Une fois tout cela terminé, vous avez un jeune diplomate. Le jeune diplomate joint le ministère des Affaires étrangères, mais commence par un stage à l'Institut diplomatique pour une année. Une partie du stage est à l'intérieur du pays. De nouveau, le but est de faire un groupe homogène de diplomates, vu qu'ils viennent de différentes venues de la vie professionnelle. Vous avez des médecins, vous avez des ingénieurs, vous avez des Sciences Po. Pour faire un groupe homogène de diplomates égyptiens, on passe par ce stage-là. Et il y a une partie d'entraînement pratique qui rentre dans l'échange avec les écoles diplomatiques du monde entier et des différents gouvernements. Madame l'ambassadeur, à votre avis, quel est l'avantage de permettre à des candidats de différentes formations de joindre la carrière diplomatique? L'avantage, c'est la diversité. Et la diversité, disons, c'est le nom du jeu maintenant. Vous ne pouvez pas être bon diplomate si vous ne connaissez pas un peu d'économie, un peu des questions qui se rattachent à l'environnement, à la science, au commerce et d'une diversité de connaissances. Quand vous venez de différentes venues et de différentes formations, vous complétez ce qui vous manque à l'Institut diplomatique. Disons, ceux qui ont étudié le droit, les lettres, les Sciences Po, l'économie, ont plus de facilité de passer les concours. Sur le plan, disons, examen, écriture, savoir. Mais les autres ont une notion plus pratique des différentes professions de la vie, des différents besoins d'un pays. Et ils complètent à travers les concours et la formation à l'Institut cet aspect loi internationale, relations internationales. Mais le plus vous avez une diversité dans la personnalité d'un diplomate, le plus il a des atouts pour acquérir un succès dans sa vie pratique, dans sa vie professionnelle. Une fois la formation terminée, vous avez été muté comme premier poste à Genève, donc un poste de star apparemment, parce que vous étiez aussi parmi les premiers au concours d'admission au corps diplomatique. Donc comment était votre première expérience, votre premier poste?
En fait, j'avais une bonne classification par rapport à ma promotion. J'étais parmi les tout premiers. Et avant de partir pour Genève, j'étais mutée au département des relations internationales, organisation internationale du ministère des Affaires étrangères égyptien. Ensuite, j'avais la chance d'avoir une bourse attribuée par les Nations Unies pour des très jeunes diplomates pour étudier pendant 6 mois une espèce de crash course sur le désarmement et le rôle du désarmement dans la vie internationale, qui était, dans ces années, nous parlons des années 80, qui était le sujet numéro 1 dans les intérêts. N'oubliez pas, dans ce temps-là, on était encore dans les années de la guerre froide. Il y avait la course aux armes, il y avait toutes les théories de déterrence nucléaire. Et j'ai eu la chance, pendant ce cours qui s'est passé entre Genève, Stockholm, New York, de voir comment ça fonctionnait, les différentes négociations sur les différents traités qui se rapportaient au désarmement. Certainement, ça a beaucoup aidé ceux qui prenaient la décision de prendre la décision de me muter à Genève. Là, c'est la grande école de la diplomatie. Et ça reste toujours les postes de diplomatie multilatérale restent toujours une grande école. Vous la complétez certainement avec la diplomatie bilatérale. On n'est pas, on est un diplomate, disons, assaisonné, plus sûr de ses instruments, complet, si j'ose utiliser le mot, en faisant la diplomatie multilatérale et la diplomatie bilatérale. Vous pouvez faire le multilatéral même quand vous êtes à la centrale, parce que tout se rattache à la négociation, à l'expression du point de vue et de la position de votre pays par rapport à un sujet ou à un autre. À Genève, j'ai appris beaucoup de choses. Sur le plan personnel, c'était la première période d'indépendance réelle, mais de responsabilité aussi. On quitte le nid familial, vous devez travailler, vous occuper d'un chez-soi personnel, établir un budget, faire des relations, disons, assumer votre vie vous-même tant que professionnel et tant qu'être humain. Là, vous découvrez toutes vos possibilités, tous les atouts que vous avez, mais aussi toutes vos faiblesses. Et vous travaillez sur cela pour pouvoir vivre dans un monde différent sur le plan culturel, social, économique, même climat. Cette expérience de vivre seul, est-ce que vous pourrez l'affronter ou vous tombez malade du mal de pays, du mal de la maison? C'est beaucoup de choses, cette première expérience. Et ça marque toujours la vie d'un diplomate, quel que soit le pays où il est affecté. J'ai eu de la chance d'avoir Genève comme premier poste et auprès des Nations Unies. Là, j'ai appris toutes les compétences. Disons, toutes les compétences dont j'avais besoin. Négocier. Vous ne pouvez pas imaginer la première déclaration que j'ai faite devant un micro.
2 ans après mon affectation, et à quel point ma voix tremblait dans la chambre parce que j'avais ce sentiment que je prononce une déclaration au nom de l'Égypte. C'est grand pour moi, tout petit diplomate, tout jeune diplomate, qui parle au nom de son pays. Mais petit à petit aussi, vous prenez l'expérience, vous gagnez de la confidence, et si vous travaillez bien, vous faites votre devoir bien, votre lecture, votre recherche, vous commencez à gagner le respect de vos partenaires, des autres pays. Et vous avez une parole qu'on entend, qu'on respecte. Parce que ce n'est plus vous comme personne, c'est la voix du pays que vous représentez et qui est un grand honneur. Est-ce qu'à l'époque, il y avait de nombreuses femmes candidates au corps diplomatique? Ma promotion avait 5 femmes et toutes ont bien accédé jusqu'à la fin. C'était plus difficile que maintenant, mais aussi il y avait plus de femmes qui voulaient devenir diplomates, avec toutes les difficultés de la vie d'une femme diplomate, qui n'est pas toujours facile. Quels sont les défis qui s'opposent à une femme diplomate? Il y a d'abord le défi culturel. Vous sortez d'une ambiance, d'une société plus famille, plus conservatrice, pour un monde plus ouvert, où, comme je vous dis, vous assumez la responsabilité de tous vos actes, que ce soit professionnel et que ce soit personnel. Vous avez toujours, pendant tous les 24 heures, que vous représentez l'Égypte. Et plus spécifiquement, vous représentez une femme d'Égypte, avec tout ce que ça comprend. Vous devez être ouverte d'esprit, de tête, mais tout en gardant, disons, vos traditions, que ce soit religieuse, que ce soit sociale, puisque les Égyptiens ont une certaine culture, quelle que soit leur religion. Ça n'a rien à faire. Comment rester égyptienne tout en étant ouverte à d'autres tendances, à d'autres cultures? Comment choisir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et puis vient la famille. C'est toujours difficile d'avoir une vie de famille normale. Vous sortez de la grande famille, de vos parents, de vos frères, et il y a un moment où vous devez penser à fonder votre propre famille. Et là, ça devient difficile. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a beaucoup appuyée, qui m'a beaucoup encouragée, depuis qu'on s'est connus jusqu'à la fin de ma carrière, disons, puisque j'ai pris ma retraite il y a quelques semaines, mais il a été toujours là. Et la carrière est difficile même quand vous êtes à la centrale. C'est une carrière très exigeante, pas seulement comme poste à l'extérieur, mais puisque ici aussi j'ai occupé des fonctions très exigeantes. Dans la dernière, j'étais l'assistant au ministre pour les affaires du cabinet du ministre des Affaires étrangères, et c'était pendant 7 ans. Ce qui voulait que c'était un travail qui durait de 12 à 14 heures par jour, où j'étais en dehors de la maison. Si je n'avais pas un mari et une famille qui comprenaient l'importance de mon travail, qui faisaient des sacrifices pour m'aider à faire mon travail proprement, je crois que je n'aurais pas réussi.
Des années plus tard, vous êtes retourné à Genève, mais cette fois en tant que chef de délégation, toujours au sein des Nations Unies. Comment avez-vous vécu la différence entre les deux postes? Beaucoup plus de responsabilités, le besoin de beaucoup plus de concentration et le défi d'être là comme chef d'orchestre, de donner toute l'expérience que vous avez sans quand même écraser votre équipe. Un chef de mission ne sera jamais un grand chef avec beaucoup de succès, à moins qu'il profite et il met en fonction toutes les possibilités, les compétences, les dons de l'équipe qui travaille avec lui. Vous ne pouvez pas connaître tous les sujets. Et Dieu sait, dans 20 ans ou 25 ans de différence, combien de sujets internationaux sont maintenant sur le dos des diplomates qui travaillent dans l'Union générale. Beaucoup de sujets, beaucoup d'idées, beaucoup de défis se sont posés. Dans mon temps, quand j'étais jeune diplomate, les idées d'environnement, de changement de climat, tous les défis économiques n'étaient pas là. Il n'y avait pas une organisation mondiale du commerce. Il n'y avait pas tous les défis du droit de l'homme qui sont là et qui est un sujet délicat et qui rentre maintenant dans tous les domaines de la vie, que ce soit au plan intérieur ou au plan extérieur, qui est une arme et en même temps un outil important pour le progrès des sociétés, et plus de spécialisation. Maintenant, chaque diplomate a un dossier qui le connaît à fond. Et cette connaissance est en elle-même une ressource illimitée. Comment utiliser tous ces dons, toute cette connaissance, toutes ces personnalités avec leurs forces, leurs relations, leur donner une liberté d'expression, d'épanouissement, mais de façon harmonieuse à ce que vous servez tous le pays présenté. Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, nous avons juste eu le temps d'aborder quelques aspects de votre carrière, mais il y a encore beaucoup à dire et beaucoup à discuter. Donc, si vous nous le permettez, nous allons vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous remercie pour le compliment et c'est avec plaisir de vous rencontrer de nouveau. Merci. Eh bien, il y a encore beaucoup de secrets à révéler, beaucoup d'aspects à discuter. Merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui, mais rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, toujours